Je pars à la découverte d'un joyau du patrimoine naturel du sud de la Provence, la Sabline de Provence, entre le village de Saint-Savournin et la crête du Baou-Trauca, dans la chaîne de l'Étoile, département des Bouches-du-Rhône. Au XXe siècle, les botanistes Castagne et Robillard découvrent près de Marseille une petite plante à fleurs blanches vivant dans les endroits rocailleux. Ils nomment cette petite plante Gouffeia arenarioide, en hommage à Bernard Gouffet, directeur du premier jardin botanique de Marseille. Elle porte désormais le nom d'Arenaria provincialis. La sabline de Provence est une plante annuelle ou bisannuelle, à racines très développées, lui permettant de vivre dans les éboulis. Sa floraison survient en avril-mai, sa fructification en juin. Son évolution dans les milieux extrêmes a déclenché l'émergence de ses caractéristiques uniques. On doit l'observer précisément pour ne pas la confondre avec d'autres espèces du genre Arenaria. En effet, la sabline de Provence ne possède que 2 styles et non 3, et sa capsule a 2 valves au lieu de 3 ou 6. C'est une plante endémique à distribution restreinte. Un taxon est endémique quand il vit dans un territoire délimité. C'est ainsi que 50% de la flore méditerranéenne est endémique car elle est rare à l'échelle de la planète. Parmi ces plantes endémiques méditerranéennes, 60% sont restreintes à une petite portion du territoire méditerranéen. C'est le cas de la sabline de Provence, qui se trouve uniquement dans le massif des Calanques, les massifs de l'Étoile et de la Sainte-Baume, soit dans un secteur carré d'environ 35 km de côté. La sabline de Provence est une plante protégée. Linaria supina. C'est la linaire couchée. Elle cohabite couramment avec la sabline de Provence. Antilis vulneraria. L'Antilis vulnéraire entre dans la composition du célèbre thé suisse. Mellitis mellissophyllum. Dans le Luberon, on consomme une boisson semblable au thé à partir d'une poignée de sommités fleuries infusées dans de l'eau chaude.
Cephalanthera longifolia, ramassé traditionnellement, notamment dans le Luberon, sous le nom de muguet. Cytisophyllum sessilifolium, cultivé comme plante ornementale. Aphilanthe montpelliensis, c'est le bragalou ou bragaloun. Les fleurs sont comestibles, légèrement sucrées. Ses racines servaient autrefois à fabriquer des brosses. Volontiers broutés par les lapins et les lièvres, ils signalent, comme ici, leur présence. D'ailleurs, un lapin a laissé ici quelques crottes avant ou après avoir fait son repas. Hérodium ciconium, c'est l'hérodium bec de cigogne. C'est en observant la graine avec sa longue arête en forme de bec que l'on comprend son nom de bec de cigogne. Je cueille ici et je détache les parties des carpelles en gardant la graine surmontée de son arête. L'arête a la particularité de s'enrouler en spirale et de se dérouler lorsque l'humidité augmente. On voit ici l'amplitude du mouvement de l'arête. Tant que l'humidité est stable, la graine reste inerte sur le sol, mais si l'atmosphère devient humide, la spirale se déroule et l'arête garnie de longs poils prend appui sur un brin d'herbe ou sur un petit caillou et la graine s'enfonce dans le sol. Si la sécheresse revient, les poils de la graine, qui ne contrarient pas le mouvement de descente, se redressent et s'opposent à toute remontée. En cherchant sous le pied d'un bec de cigogne, on trouve des graines ayant déjà commencé à s'enfoncer dans le sol. Grâce à ses propriétés, on peut construire un hygromètre. On peut fixer une graine d'hérodium verticalement. La base de l'appendice, s'enroulant ou se déroulant, indiquera l'augmentation d'humidité ou la sécheresse. Si l'arête tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la sécheresse augmente.
dans l'autre sens, la sécheresse diminue. Cynoglossum creticum. Ces fruits sont recouverts d'un véritable velcro naturel et un peu plus tard dans la saison, il y a de fortes chances de revenir de promenade avec ces fruits accrochés fortement aux chaussettes. Il s'agit certainement d'une stratégie de dispersion des graines. Papaver roas, c'est le très connu coquelicot. Il appartient au groupe des plantes dites messicoles, car elle est associée à l'agriculture depuis des temps très anciens. Mêlé au fourrage, lorsqu'il est trop abondant, le coquelicot occasionnait des empoisonnements chez les bestiaux. Le coquelicot a beaucoup régressé avec l'emploi généralisé des herbicides et avec l'amélioration de la propreté des semences de céréales. En mai, le coquelicot envahit certains champs de céréales et les bords des routes et les illumine par sa couleur rouge intense. Spécialisées dans la conquête des zones nouvellement travaillées, ces graines attendent patiemment que le terrain se dégage pour pousser et fleurir en masse. Ils ne germent pas toutes la même année, et il y a donc un nombre important de semences dans le sol, disponibles lorsque les conditions favorables sont réunies. Un seul pied de coquelicot est capable de produire plusieurs dizaines de milliers de graines. En ouvrant comme ici une seule fleur, on voit la quantité de graines minuscules. Ces pétales sont utilisés en infusion, comme adoucissant, sudorifique et calmant contre la toux. Trifolium stellatum, c'est le trèfle étoilé. C'est en graines que l'on comprend mieux son nom de trèfle étoilé. Il peut parfois recouvrir de grandes surfaces de prairies. Urospermum d'Alechampi, parfois consommé en salade sauvage, quoique très amer. Jacques d'Aléchamp, auquel est dédiée l'espèce, était un médecin naturaliste du XVIe siècle, auteur d'une histoire générale des plantes. Anacamptis pyramidalis, cette magnifique orchidée dont l'inflorescence est de forme pyramidale en début de floraison. Puis, elle s'arrondit au sommet.
On voit ici deux espèces de sainfoin qui au premier regard semblent identiques, mis à part la taille des fleurs et des feuilles. Vicifolia, bien plus grande que Supina. C'est en regardant la fleur de plus près que l'on s'aperçoit que la carène de Supina est plus courte que l'étendard, alors que la carène de Vicifolia est plus longue que son étendard. Vicifolia, c'est le sainfoin cultivé. C'est un excellent fourrage qui peut croître dans les terrains les plus variés, même sans engrais. C'est une plante très mellifère, constituant une excellente ressource pour les abeilles. La sabline de Provence est unique au monde et cette rareté nous fait réaliser que le milieu où elle vit est donc également exceptionnel. Elle est donc le témoin et la sentinelle de la singularité des lieux dont tous les caractères ne sont pas spontanément visibles. Les stratégies des graines pour perpétuer l'espèce sont toujours étonnantes. C'est le changement d'humidité qui permet la progression des graines de bec de cigogne, et c'est le nombre qui multiplie les chances du coquelicot. Le cynoglosse choisit, lui, de s'accrocher à un passant pour aller se semer plus loin.